Alors, avant de parler quelque part de comment les éviter, on va voir ce qu'est un contaminant alimentaire. Et en fait, un contaminant alimentaire, alors vous avez une définition de l'ASCAP je ne vais pas vous détailler totalement ici, mais grosso modo, c'est une substance qui se trouve dans un aliment alors qu'elle ne devrait pas s'y trouver. Et donc, c'est des substances qui vont être quelque part ajoutées aux aliments tout au long de la chaîne de production. Ça peut être à la fabrication, ça peut être à la culture, ça peut être à la fabrication, ça peut être au stockage. En fait, concrètement, si on essaye d'illustrer ça, ici je vous ai repris un petit potager. Admettons, on a des cultures de fruits, de légumes. Ces éléments, ces fruits, ces légumes vont être par exemple transformés au niveau d'une usine agroalimentaire, ils vont être stockés, ils vont être cuits, ils vont être emballés. Au niveau du magasin, ben, quand on va effectivement aller acheter ces différents aliments, ils seront dans des emballages qui eux-mêmes seront en contact avec les aliments et ces mêmes aliments, en fait, on va les utiliser chez soi avec différents ustensiles. Ça peut être une poêle pour les cuire, ça peut être un saladier, ça peut être une gourde, ça peut être toute une série de choses que l'on a chez soi et qui est des récipients qui sont en contact avec des aliments. Et en fait, cette contamination, ces contaminations alimentaires, elles vont se faire à différents niveaux. Vous pourriez très bien avoir des contaminants alimentaires enfin des contaminants qui vont se retrouver dans le sol et qui donc se retrouveront dans les fruits et légumes que l'on va consommer. Ça pourrait être tout simplement des résidus de pesticides aussi. On va mettre des pesticides, par exemple, on va en utiliser en tout cas dans toute une série de cultures. Ces résidus de pesticides sont aussi considérés comme des contaminants alimentaires. Ces contaminants alimentaires peuvent aussi s'insérer dans les aliments au niveau de la production, quand on va cuire, quand on va stocker, quand on va extruder, quand on va faire toute une série de choses avec les aliments que l'on va utiliser dans l'industrie agroalimentaire de manière générale. Au niveau des emballages, l'aliment sera en contact avec l'emballage et on va voir dans quelle mesure ces emballages vont contaminer les aliments. Et enfin, chez soi, quand on va utiliser des ustensiles, eh bien, il peut y avoir aussi une contamination alimentaire. Ça, c'est pour montrer un peu quelques endroits où la contamination peut se faire entre les différents contenants, si vous voulez, et les aliments que l'on va consommer. Ce soir, plus précisément, on va s'intéresser, enfin, d'abord, notre campagne, elle s'intéresse vraiment à tout ce qui est emballage et contamination alimentaire qui vient des emballages. Et ce soir, en fait, on va s'intéresser aux emballages, mais on a aussi élargi à tout ce qui était ustensiles que l'on pouvait utiliser en cuisine. Et donc, la campagne, c'est vraiment les emballages. Et ce soir, ainsi que tous les articles que vous retrouvez sur ecoconso.be, ce sera vraiment sur à la fois les emballages et également tous les ustensiles que l'on peut utiliser à la maison. Alors ça, c'est pour montrer un peu ce qu'est un contaminant et comment, quelque part, où les sources de contamination peuvent se faire. On pourrait se demander, ce serait une vraie question tout à fait logique, se demander, mais comment est-ce que c'est possible en fait que des contaminants migrent, enfin que ce genre de substances migrent de matériaux vers les aliments? En fait, il faut bien se rendre compte que les emballages et les ustensiles qu'on va utiliser, ils sont fabriqués avec des matériaux, et ces matériaux sont composés de différentes substances. Et ces substances, en fait, sont dans le matériau, par exemple ici une boîte de conserve, le matériau d'emballage, ces substances, on appelle ça des FCC dans le jargon, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ces substances, ce sont des molécules qui sont utilisées pour fabriquer l'emballage. Il faut savoir qu'il y a à peu près 8000 substances au niveau européen qui peuvent être utilisées pour le contact alimentaire, donc pour fabriquer des matériaux destinés au contact alimentaire. Mais ça peut être aussi des polluants dans l'emballage lui-même. Donc le contaminant alimentaire peut venir de l'emballage qui est lui-même contaminé. Une chose importante à voir aussi, c'est que en fait, tous les matériaux en contact avec des aliments vont, vont avoir ce problème de migration de substances vers les aliments. Mais on va voir que tous les emballages, tous les matériaux ne réagissent pas de la même façon et ce sera d'ailleurs une partie de la solution. Et donc, je vous disais, ces substances vont migrer parce que donc ces substances qui vont se trouver dans nos emballages, dans nos ustensiles de cuisine, elles vont migrer du matériau vers l'aliment. Et donc, forcément, on va les manger. Et ça se passe pourquoi? Ben, parce que les matériaux en eux-mêmes ne sont pas totalement neutres. Ils vont s'abîmer au contact des aliments. Il va y avoir une réaction entre l'emballage et l'aliment. L'emballage peut aussi contenir ce que j'ai appelé ici des substances libres, c'est-à-dire vous fabriquez un emballage,
vous avez toute une série de molécules qui se lient entre elles lors de la fabrication de l'emballage, eh bien, vous pouvez avoir des résidus de fabrication, parce que ces emballages ne sont pas nécessairement lavés, rincés avant utilisation. Donc, vous pouvez avoir des résidus de fabrication qui vont se retrouver dans l'aliment parce qu'ils ne sont pas liés directement au matériau. Vous avez aussi tout simplement le fait que l'emballage ou l'ustensile que vous allez utiliser, enfin qu'on va utiliser, va se dégrader tout simplement avec le temps qui passe, avec les différents usages, etc. Ils vont être aussi abîmés. Et donc, il y a aussi cette dégradation avec le temps qui va faire que, eh bien, on va avoir des migrations de molécules de l'emballage ou de l'ustensile vers les aliments. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait connu, c'est un phénomène qui est tout à fait connu, documenté. Il y a aussi toute une série de normes qui vont encadrer ces migrations de substances. Donc tout n'est pas possible, il y a toute une série de législations, on va le voir aussi, qui encadrent ça. Mais donc c'est un phénomène qui est tout à fait connu et normé. Et alors dernière chose aussi, ici, on ne parlera pas des microplastiques, parce qu'on parle souvent aussi de microplastiques quand on parle d'emballage alimentaire, parce que beaucoup d'emballages alimentaires sont composés de plastique. Les microplastiques, c'est vraiment des microparticules, des particules physiques de plastique. Dans ce cas-ci, quand on parle des contaminants, c'est plutôt des substances qui vont migrer un peu quelque part comme un vêtement qui va déteindre. C'est quelque chose qui va migrer d'un endroit vers un autre, dans ce cas-ci de l'emballage ou de l'ustensile vers les aliments. Alors ça, c'est pour poser un peu le cas de comment ça fonctionne, de ce qu'est un contaminant alimentaire. Maintenant, ça ne nous dit pas quelque part quelle est l'étendue du problème. Alors, il y a toute une série d'études qui existent. Il y a vraiment, je pense, de mémoire, plus de 1000 études qui existent et qui ont analysé quelles sont ces migrations d'un emballage ou d'un ustensile vers un aliment. Mais ce que l'on a fait avec Canopéa, donc Canopéa est partie prenante de notre campagne, pas dans mon assiette, et Canopéa, donc, qui est la fédération des associations d'environnement en région Wallonne, qui s'appelait avant Interenvironnement Wallonie, ce que les deux autrices du rapport ont fait, c'est une revue de la littérature d'à peu près 130 études. Justement, ces études qui vont analyser l'immigration, et les deux autrices ont établi un rapport, une revue littéraire d'à peu près 130 études, et l'objectif de cette revue littéraire était de voir un peu quelle était l'ampleur du phénomène. Donc l'objectif, c'est vraiment recenser les différents emballages qui ont été analysés. Il y a 34 catégories d'emballages qui ont quand même été analysées au travers de ces 130 études, voir quelles sont les substances qui vont migrer. De quoi est-ce que l'on parle quand on parle de ces contaminants alimentaires? Concrètement, quelles vont être les substances qui vont migrer? Dans ce cas-ci, il y a 35 substances ou familles de substances, parce que derrière une famille comme les PFAS, par exemple, qui est un des contaminants alimentaires que l'on peut retrouver, eh bien, il y a des milliers de molécules qui peuvent se cacher, entre guillemets, dans une seule et même famille de substances. Dans la revue de ces différentes études, elles ont aussi analysé quelles sont les conditions qui vont favoriser l'émigration de substances et évidemment essayer de déterminer concrètement quels sont les impacts sur la santé de ce phénomène de migration de substances. Dans le rapport, alors vous verrez, je vais vous montrer, il y a un article qui existe qui détaille un peu le rapport. Vous pourrez lire le rapport aussi si vous êtes intéressé. Mais l'idée dans cette revue de la littérature, c'était d'analyser un potentiel de risque, voir quels sont les emballages les plus risqués. Si ça vous intéresse, on peut y revenir dans la question-réponse tout à l'heure. Mais surtout, ce que cette étude a montré, en fait, c'est qu'il y a de très nombreuses substances qui vont migrer, dont certaines ont tout simplement une origine inconnue, c'est-à-dire que on retrouve une substance dans un aliment, mais cette substance n'est pas censée, enfin, ne se retrouve pas dans l'aliment non emballé, et n'est pas censée se retrouver dans l'emballage, mais elle s'y trouve malgré tout, et donc on la retrouve dans les aliments. Plus embêtant, évidemment, enfin, particulièrement même problématique ici, c'est que beaucoup de ces substances sont des substances qui sont toxiques. Ça va être des substances qui sont mutagènes, qui sont cancérigènes, qui sont toxiques pour la reproduction. Ça peut être aussi des perturbateurs endocriniens. On verra un peu plus en détail pour une substance en particulier ce qu'on peut dire par rapport à ça. La revue de la littérature a montré aussi qu'il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser ces migrations. Et donc tout ça a donné un indice général du risque. Alors, je ne vais pas développer de manière très détaillée ici cet indice général du risque. Le rapport et un article qui l'explique sont disponibles sur notre site. Mais ça a combiné, si vous voulez, toute une série d'aspects comme quoi le nombre de substances qui peuvent migrer
Est-ce que cet emballage est souvent utilisé dans des conditions qui favorisent les migrations? Est-ce que les substances qui migrent sont des substances particulièrement dangereuses ou pas? Et les deux autrices du rapport ont sommé ou multiplié en fonction des indices utilisés ces différentes données pour donner un chiffre abstrait, mais ce chiffre abstrait montre justement quel est le potentiel de risque. Et vous avez ici le classement des différents emballages et on voit qu'on a quand même pas mal d'emballages qui sont en plastique ou qui contiennent du plastique ou de l'aluminium qui sont dans les emballages les plus problématiques. Mais de nouveau, tout ça, vous pourrez le retrouver dans un article qui détaille ces aspects-là sur notre site. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un phénomène, ce phénomène de migration de substances est tout à fait connu, il est documenté et il est normé. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de lois qui vont encadrer cette migration de substances alimentaires. Donc, quelque part, on ne peut pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Et, bien heureusement, quelque part. Au niveau européen, vous avez un règlement global qui va assurer que les matériaux qui sont en contact alimentaire, ces matériaux ne doivent pas présenter un danger pour la santé humaine, entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou entraîner une altération des caractères organoleptiques, pardon, c'est pas facile à dire, des denrées en question. Donc, c'est assez encadrant quelque part. Le problème, c'est que c'est aussi extrêmement flou. Qu'est-ce qu'un danger pour la santé humaine? Qu'est-ce qu'une modification inacceptable, etc. C'est plus un règlement garde-fou qui est là pour dire, quelque part, ça ne doit pas présenter de danger, ça ne doit pas modifier les aliments, mais c'est pas quelque part ça qui va vraiment encadrer le processus de migration en lui-même. Pour ça, il y a d'autres législations, mais quand on s'intéresse un peu à ça, on voit que c'est très éclaté et qu'il y a peu de matériaux en contact avec les aliments qui ont leur propre législation. Au niveau européen, vous avez une législation sur les plastiques. Vous avez quand même à peu près 1000, un peu plus de 1000 substances qui sont autorisées pour fabriquer un emballage en plastique. Vous avez une législation sur tout ce qui est céramique, tout ce qui est vaisselle notamment, mais qui date des années 80, donc qui est très très vieille et qui doit être modifiée. Et tout ce qui n'est pas couvert par défaut par l'Europe peut être, mais ne doit pas être couvert par les différents États membres. Et donc, en fonction des États, vous avez des réglementations plus ou moins étendues parce qu'au niveau européen, ne sont pas couverts, par exemple, les cols, les encres utilisées pour les emballages, les différents métaux, le silicone, etc. Donc, il y a des législations, effectivement, mais on se rend compte qu'il y a des trous, ou en tout cas que ça devrait être plus complet. Ça ne tient pas compte notamment de l'effet combiné de différentes substances, etc. Donc, il y a quelque chose qui existe, la révision est en cours, elle a pris du retard, mais c'est en cours. Il y a certaines interdictions qui ont été prises récemment, comme celle du bisphénol A, sur laquelle on va revenir. Mais donc, il y a quelque chose, mais néanmoins, on voit que ça pourrait quand même aller plus loin. Pour illustrer l'effet des législations, on va voir dans quelle mesure on peut aller plus loin avec la législation sans attendre de nouvelles législations. Mais déjà, simplement pour vous illustrer les dépassements de législation qui peuvent exister. Je vous ai repris quatre exemples récents, donc encore de cette année. Donc l'AFSCA au niveau belge, donc l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, va procéder tout au long de l'année à toute une série de contrôles de résidus de pesticides dans les aliments, par exemple, mais aussi est-ce que les matériaux de contact alimentaire respectent bien la législation en vigueur. Et donc je vous ai repris quatre rappels récents. Ici, vous avez un rappel du mois de mars pour un plat où la problématique était la migration de formaldéhyde vers les aliments, où la norme autorisée était dépassée. Ici, vous avez une théière où vous aviez de l'émail, justement, une migration de métaux lourds au-delà des limites légales, des ustensiles de cuisine en plastique, par exemple, hein, qui sont ce plastique qui résiste à la chaleur, qui est en général noir. Vous avez ici une migration possible d'amines aromatiques, donc qui est un des contaminants alimentaires que l'on peut retrouver. Et vous avez une des plus récentes aussi, était aussi portée sur ce genre d'ustensiles. D'ailleurs, dans les rappels de l'AFSCA, si vous vous intéressez un peu à ça, vous voyez parfois que vous avez plusieurs marques qui vont rappeler le même genre d'article. Donc, il est très probable que ce soit le même producteur. C'est probablement le cas ici pour les spatules en plastique. Donc, il y a des migrations de substances, des substances qui sont problématiques, c'est encadré par la loi, et on voit que il y a déjà quelque part des dépassements, malgré tout ce que l'on pourrait dire sur le manque de législation, on voit qu'avec la législation actuelle, il y a déjà des dépassements. J'en ai trouvé quatre sans vraiment devoir chercher rien qu'au niveau belge.
Alors évidemment, la question principale et quelque part la question à 100 000 euros, c'est est-ce que c'est grave d'avoir ces contaminants alimentaires? Est-ce qu'il y a un risque très important pour la santé ou pas? Alors, il y a un risque qui est évident parce qu'on va parler de substances qui sont mutagènes, cancérigènes, toxiques pour la reproduction. C'est des substances perturbatrices endocriniennes. Alors, certaines, on en est sûr, d'autres, on suppose qu'il y a effectivement un effet, et pour d'autres encore, on suspecte qu'il y a un effet. Il y a différentes forces, si vous voulez, dans le classement des substances mutagènes, cancérigènes, etc. Mais on parle quand même de substances qui sont vraiment problématiques. Maintenant, il est aussi assez difficile de pouvoir isoler le risque et de comparer quelque part le risque avec d'autres risques qui existent. Je veux dire, on est déjà exposé à toute une série de substances polluantes. Ça peut être dans l'air, ça peut être dans l'eau, dans l'alimentation de manière générale. Ça peut être aussi tout simplement, même si on ne parle pas de contaminants alimentaires, d'impact sur la santé, sur les différents aliments que l'on mange, trop salés, trop gras, etc. C'est difficile d'isoler vraiment l'impact des contaminants alimentaires. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a toujours un temps de retard entre la mise sur le marché de nouveaux produits, dans ce cas-ci d'emballage et d'ustensiles, et un certain nombre d'études scientifiques, et aussi un certain nombre de législations qui généralement viennent après un certain nombre d'études scientifiques qui peuvent montrer est-ce qu'on a un problème qui est important ou pas. Et donc il y a pas mal d'incertitudes, et donc c'est pour ça que nous, on part plutôt sur ce qu'on va appeler un principe de précaution. Est-ce qu'on peut éviter, dans quelle mesure est-ce qu'on peut éviter le plus possible cette exposition? Ça ne va pas régler quelque part les expositions d'autres voies de contamination, mais si on peut déjà diminuer celle qui vient de nos emballages et ustensiles, c'est déjà quelque chose qui va améliorer la situation. Un exemple pour vous montrer, parce que c'est un peu abstrait de parler de temps de retard, de la législation, de ce genre de choses. L'exemple du bisphénol A est assez éclairant, je trouve, parce qu'on a beaucoup parlé du bisphénol A aux alentours de 2008, parce que c'était cette molécule qui se trouvait, qui se trouve encore d'une certaine manière, dans toute une série d'emballages, et notamment dans des biberons destinés aux jeunes enfants. Et cette molécule, vous l'avez ici à l'écran, est considérée comme un perturbateur endocrinien. Or, on l'utilise comme emballage depuis les années 60. Les années 60, ça fait plus de 60 ans d'utilisation. C'est un perturbateur endocrinien, donc c'est lié à certains types de cancers, à des problèmes de croissance, à des problèmes de poids des enfants, à la naissance, au diabète, à des problèmes sur la puberté, pour les perturbateurs endocriniens de manière générale, du moins. Et comme pour beaucoup de substances qui sont problématiques pour la santé, on définit une quantité maximale de cette substance, dans ce cas-ci de bisphénol A, qu'on peut consommer sans risque. Ça s'appelle une dose journalière tolérable. Et cette quantité que l'on peut absorber sans risque, c'est tout au long de la vie, sans développer de problèmes de santé liés à cette substance. Et c'est en général exprimé par kilo de poids corporel. Donc, très concrètement, l'évolution de cette norme du bisphénol A au cours du temps, la première norme date de 2006, mais elle reprenait un chiffre qui existait déjà dans les années 80. Et à l'époque, on estimait qu'on pouvait consommer jusqu'à 50 microgrammes. Donc un microgramme, c'est un millionième de gramme, donc c'est déjà très peu. Mais on pouvait consommer jusqu'à 50 microgrammes de bisphénol A par kilo de poids corporel. Pour une personne moyenne de 70 kilos, on va dire, ça fait 3500 microgrammes. En 2015, l'EFSA, qui est l'EFSA européen, si vous voulez, a revu sa copie et a dit c'était un peu trop élevé. Maintenant, en fait, finalement, on passe à 4 microgrammes, ce qui revient à 280 microgrammes par jour pour une personne de 70 kilos. Et comme vous le voyez à l'écran, en 2023, donc il y a 2 ans, on est tombé à 0,014 microgrammes. Là, on n'est même plus en microgrammes, on est en nanogrammes de bisphénol A, qui est la quantité à ne pas dépasser par jour pour une personne de 70 kilos. Autrement dit, la norme actuelle est 250 000 fois plus faible maintenant qu'en 2006. Et donc, sur même pas 20 ans, quelque part, il y a eu une évolution très forte en termes de ce que l'on autorise. Pour vous donner une idée, 250 000 fois, c'est le même rapport qui existe entre une piscine olympique de 2500 mètres cubes et un seau d'eau de 10 litres. C'est la même chose, c'est le même rapport qu'il y a entre les deux. Donc pour vous dire à quel point la norme pour le bisphénol A est devenue beaucoup, beaucoup plus stricte. Autrement dit aussi, quelque part, pendant une soixantaine d'années,
on a consommé du bisphénol A à des taux qui sont considérés comme non acceptables maintenant. D'ailleurs, c'est tellement non acceptable que, en fait, le bisphénol A, concrètement, sera interdit dans les années à venir. Ça commencera à partir de l'année prochaine dans les différents emballages de contact alimentaire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais quelque part, ça a pris un certain temps. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le principe de précaution. Justement, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Parce que là, on parle de molécules chimiques, de molécules qui sont problématiques, de normes qui ont évolué de manière assez drastique. Je vous ai pris l'exemple du bisphénol A. Je pourrais prendre l'exemple des PFAS, où on voit aussi que les normes ont fort évolué et évolueront encore probablement à l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'informations? Bah, notre campagne, en fait, elle a deux messages clés. Le premier message, c'est éviter de réchauffer de la nourriture dans son emballage d'origine, si du moins c'est un emballage en plastique, en aluminium ou en carton. On va voir plus tard pourquoi. Et la deuxième chose, c'est de manière générale, utiliser des emballages qui sont plus sûrs, des matériaux qui sont plus sûrs. On va parler de verre, on va parler d'inox, on va parler de vente en vrac aussi pour éviter certains types d'emballages. Mais donc concrètement, effectivement, on se rend compte, comme on l'a vu avec l'étude de Canopéa, il y a certains matériaux et conditions qui sont plus problématiques que d'autres. Dans les matériaux, dans les matériaux qui sont plus, les matières qui sont plus problématiques, vous avez toute une série d'emballages et d'ustensiles qui sont des emballages en plastique de manière générale. Donc, tous les plastiques vont être concernés. Les plastiques, c'est en général des molécules relativement complexes. La molécule de base, la matrice, la résine, est en général relativement simple, chimiquement parlant, mais souvent on ajoute toute une série de molécules pour donner une résistance à la chaleur, donner une résistance aux UV, donner une résistance à toute une série de choses, améliorer la souplesse du plastique, etc. Et donc les plastiques, de manière générale, vont contenir toute une série de substances toxiques, parfois dont on ne connaît pas nécessairement l'origine. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Parfois on retrouve des contaminants qui ne sont pas censés, qui ne se retrouvent pas dans l'aliment, qui ne sont pas censés se retrouver dans l'emballage, mais qui se retrouvent malgré tout dans l'emballage, alors que normalement, il ne fait pas partie du processus de fabrication parce que l'emballage en lui-même peut être contaminé. Vous avez le cas aussi avec du plastique recyclé. On se rend compte qu'il y a plus de contaminants qui se retrouvent dans le plastique recyclé, tout simplement parce qu'on mélange différents plastiques alimentaires, normalement pour faire d'autres plastiques alimentaires, mais ça n'empêche pas toute une série de contaminations. Alors le plastique, alors il y a les emballages qui sont eux-mêmes en plastique, mais vous avez aussi toute une série d'emballages de matériaux qui vont contenir une couche de plastique. Tout ce qui est canette, il y a une couche de plastique à l'intérieur, même si c'est une canette en acier ou en aluminium. Vous avez des boîtes de conserve, il y a une couche de plastique à l'intérieur, ou une résine plastique en tout cas. Tout ce qui est carton à boisson, tout ce qui est gobelet, récipients en carton, ils sont en général recouverts d'un revêtement en plastique à l'intérieur pour faire barrière. Et si c'est pas du plastique, pour tout ce qui est papier, carton et aussi les poêles anti-adhésives, vous avez un traitement avec des PFAS. Donc, il n'y a pas que le plastique, vous avez aussi toute une série d'autres matériaux qui sont concernés quelque part aussi par les mêmes molécules et mêmes potentiels contaminants qu'on l'on retrouve dans le plastique parce que ces matériaux utilisent aussi une couche de plastique. L'autre matériau que l'on a pointé avec Canopéa dans l'étude, c'est l'aluminium. Alors l'aluminium, je ne vais pas dire que c'est un cas particulier, parce que dans les contaminants, vous avez des contaminants qui vont venir essentiellement par l'emballage, parce que quelque part, on ne les retrouve pas ailleurs. L'aluminium, c'est différent. L'aluminium, il est présent naturellement sur Terre, dans la croûte terrestre, et vous avez certains légumes, notamment, qui vont plus accumuler l'aluminium que d'autres. Et donc, notre voie d'exposition à l'aluminium est surtout les aliments qui contiennent de l'aluminium, mais un institut allemand qui fait référence dans le domaine de la santé environnementale avait estimé que le fait de consommer de manière régulière des aliments qui sont contenus dans de l'aluminium faisait en sorte que la contamination venant de l'emballage, plus la contamination naturelle, si vous voulez, présente dans les aliments, les deux ensemble faisaient en sorte qu'on pouvait dépasser la norme d'aluminium régulièrement admise pour une personne pour ne pas développer de problèmes de santé, etc. Or, on peut souvent plus facilement choisir un emballage que quelque part savoir quelle est la quantité d'aluminium qu'on a dans un aliment. Alors ça, c'est pour les matières qui sont potentiellement les plus problématiques, mais on a aussi, ça vient s'ajouter quelque part à ça, des conditions qui vont favoriser les migrations de substances. Et dans ces conditions pardon, qui favorisent les migrations, vous avez
tout ce qui est aliments chauds. Donc, la température va augmenter cette diffusion, cette migration de substances de l'emballage ou de l'ustensile vers l'aliment. Vous avez les aliments aussi qui sont gras, acides, très salés ou pétillants. Ça dépendra évidemment de l'aliment. Parce que tout simplement, ben, par exemple, les aliments gras ont plus d'affinité avec le plastique. Ou dit autrement, les plastiques ont plus d'affinité avec des aliments gras. En général, les métaux, c'est plutôt avec des acides. Et donc, ce sont des types d'aliments qui vont favoriser l'émigration de substances. Donc, vous avez la température, vous avez la nature quelque part de l'aliment. Mais vous avez aussi tout simplement la durée d'exposition. Vous stockez pendant un certain temps, eh bien, le phénomène de migration va pouvoir se faire pendant plus longtemps. Et on voit que les migrations augmentent avec le temps. Et alors aussi, il y a aussi tout simplement la surface de contact. Un liquide, par exemple, va toucher l'entièreté de l'ustensile, enfin du contenant de l'emballage, tandis qu'un solide, en général, ne touche pas l'entièreté de l'emballage, d'une part. Et d'autre part, plus l'emballage est petit, plus vous avez de surface par rapport au volume. Donc plus l'emballage est petit, plus vous risquez d'avoir aussi des migrations de substances qui se font. Et enfin, une autre condition qui va favoriser la migration ou l'émigration de substances, c'est des récipients qui ne sont pas adaptés. Troisième chose, donc on parle des matières, on parle des conditions qui favorisent la migration, mais il y a aussi quelque part l'origine ou la fabrication de l'objet. Pourquoi? Ben parce que l'âge et l'origine de certains emballages et ustensiles aura une importance. Pourquoi? Parce que ben, des vieux contenants risquent plus facilement d'être abîmés, donc d'augmenter la surface d'échange et de migration de substances, ou tout simplement vont dater d'une époque à laquelle il n'y avait pas de normes ou des normes qui étaient plus élevées. Pensez justement, on a parlé du bisphénol A. Pensez à tous ces emballages en plastique qui contenaient du bisphénol A, qui sera interdit à partir de l'année prochaine, mais vous en avez encore chez vous, ou vous en achetez d'occasion, ben vous risquez d'avoir des emballages ou des ustensiles qui ne répondent pas aux normes actuelles. Et c'est souvent le cas aussi pour des contenants artisanaux, typiquement des poteries émaillées. On ne connaît pas nécessairement les conditions de fabrication. Dans les pigments, on va régulièrement retrouver des métaux lourds. On ne sait pas quand on l'a acheté en vacances si c'était à usage purement décoratif ou aussi alimentaire. Donc, il y a aussi une certaine méfiance à avoir par rapport à ça. Donc, il y a la matière, il y a les conditions, il y a aussi est-ce qu'on est sur un contenant qui est plutôt vieux et ou artisanal. Tout ça va être des facteurs quelque part aggravants en matière de migration de substances alimentaires. Et c'est d'autant plus important aussi pour certains types de personnes, pour toutes les personnes qui sont sensibles. Alors, ça peut être des enfants de moins de 6 ans. On a parlé notamment de molécules qui perturbent le fonctionnement du corps, le fonctionnement hormonal du corps. C'est évidemment très important quand on est en pleine croissance. Ça sera important pour les femmes enceintes. Ce sera important aussi pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Et donc, non seulement il y a ces migrations de substances, mais c'est encore plus important pour des personnes qui sont plus sensibles à ce type de polluants. Quelques exemples pour illustrer, parce que là, on parle un peu de choses assez générales. Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est vous faites une sauce tomate ou un potage tomate, par exemple, à la maison, et bah, on a en général des boîtes de récup à la maison. Vous voulez réutiliser une boîte de glace pour stocker votre soupe tomate parce que vous en avez trop, vous en avez fait pour la semaine, qu'importe. Ben, on est quelque part dans un cas qui est vraiment défavorable parce qu'on a un aliment qui est chaud, on a un aliment qui est acide, c'est de la tomate, on a un aliment qui est liquide, qui va bien toucher l'entièreté du récipient, on a un aliment qui est potentiellement gras aussi, qu'on va mettre dans un récipient en plastique, qui n'a pas été prévu à la base pour des aliments chauds et donc qui n'a pas été testé et qui ne doit pas répondre aux normes pour les aliments chauds. C'est une boîte de récupération, elle est probablement un peu abîmée, ça c'est quand on coupe dans la glace quand elle est encore trop dure et qu'on abîme le fond du récipient. Et c'est utilisé pendant un certain temps parce que c'est pour stocker l'aliment, ne fût-ce que quelques jours. Donc on est plutôt dans un cas relativement négatif. Mais ça va être le cas aussi avec des choses que l'on peut acheter directement en magasin. Une boîte de conserve de soupe tomate, par exemple. Je prends l'exemple de la soupe tomate parce que c'est un aliment assez emblématique et un aliment un peu agressif justement par rapport aux différents emballages. Ben, c'est chaud, c'est-à-dire que c'est emballé chaud en usine, c'est stérilisé dans la boîte, donc c'est stérilisé pendant un certain temps à plus de 120 degrés. Donc on est clairement dans quelque chose qui est chaud. C'est acide, c'est liquide, c'est potentiellement gras aussi. Vous avez, même si c'est une boîte en métal, une couche de plastique à l'intérieur. On utilisait beaucoup et on utilise encore
du bisphénol A pour faire cette couche de protection entre le métal et l'aliment, et c'est par définition une conserve, donc c'est stocké pendant un certain temps. À l'autre extrême, quelque part, je prends un autre exemple qui est celui d'une salade. Vous avez lavé une salade, vous voulez conserver le reste de la salade, ben, vous êtes sur un aliment froid qui n'est ni gras ni acide, qui est solide, c'est-à-dire qu'il va pas, toutes les feuilles, l'entièreté de la salade ne va pas toucher en permanence l'entièreté du récipient et vous êtes en général sur un stockage de faible durée. Là, vous n'êtes pas dans une... Vous aurez très probablement des migrations aussi, mais on est très probablement dans un cas où ces migrations ne sont pas du tout favorisées et seront probablement anecdotiques. Ça, c'est pour les emballages. Pour les ustensiles de cuisine, on va éviter tout ce qui est ustensiles en mélamine. La mélamine, c'est ce plastique qui est souvent utilisé pour la vaisselle de camping, la vaisselle pour des enfants aussi malheureusement, et qui a été pendant tout un temps mélangé à du bambou. Pour la petite histoire, c'est interdit maintenant en Belgique, enfin dans le Benelux, de manière quand même un peu plus globale aussi au niveau européen, parce qu'en fait, c'était pas autorisé. Et on se rend compte que il y a des migrations de substances qui sont plus importantes si vous mélangez ce plastique avec du bambou. Donc ces jolies tasses qui ressemblent à du bambou, mais c'est un assez mauvais exemple. D'ailleurs, pour l'anecdote, les différentes photos que je vous reprends ici, ce sont des exemples de rappels récents alimentaires au niveau français, pas au niveau belge, mais au niveau français. Tout ce qui est couvert, spatule en plastique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les moules en silicone aussi, malheureusement, c'est pratique, mais on se rend compte qu'il y a aussi des migrations de contaminants alimentaires vers les aliments que l'on cuit dans des moules en silicone. Et enfin, tout ce qui est poêle anti-adhésive. Alors, la poêle anti-adhésive et les PFAS. Alors, plus exactement, une poêle anti-adhésive, c'est à base de PFAS. C'est un PFAS qui est censé être extrêmement résistant et stable, qui n'est pas censé réagir ou poser des problèmes de santé. Donc, c'est pas vraiment les poêles antiadhésives qui sont notre plus grosse source de PFAS. Malheureusement, c'est plutôt les aliments ou l'eau qui est déjà contaminée par des PFAS. Mais par contre, utiliser des poêles antiadhésives, c'est aussi fabriquer ces poêles antiadhésives et l'environnement de l'usine peut lui être pollué par des PFAS. Et puis, déjà, tout simplement, les fabricants, alors, je ne vais pas le citer ici, mais c'est un acronyme qui est fait de téflon et d'aluminium, donc vous aurez retrouvé tout de suite la marque en question. Cette marque en question estime que les poils ont une durée de vie qui varie de 2 à 3 ans. Donc là aussi, ça montre quelque part un peu la durabilité du produit. Alors ça, c'est dans les choses qu'on va plutôt essayer d'éviter. Maintenant, concrètement, quelles vont être des alternatives qui sont plus saines? On a vu ce qu'il valait mieux éviter en termes d'emballage, plastique, certaines conditions et aluminium, certaines conditions de migration, etc. Dans les alternatives qui sont plus saines, justement en matière d'emballage, mais le verre est un excellent matériau parce que le verre, alors vous aurez aussi des migrations, mais on ne parle pas du tout des mêmes migrations ou des mêmes molécules. On est vraiment sur des choses qui sont beaucoup moins problématiques. Le verre est le meilleur matériau en fait en termes de contact alimentaire, avec un petit bémol pour certaines conserves, notamment qui sont grasses ou acides, non pas à cause du verre, mais à cause du joint utilisé au niveau du couvercle. Malheureusement, dans le cadre de cette campagne, je n'ai pas encore trouvé une façon sûre de pouvoir repérer quels sont les couvercles problématiques des autres. Donc ça peut effectivement exister pour certaines conserves, mais pour des bouteilles, des raviers, etc., le verre est vraiment un excellent matériau. Privilégier du papier ou du carton non traité. Donc, c'est pas facile de savoir s'il a été traité, s'il est revêtu de plastique ou s'il a été traité avec des PFAS pour résister à l'eau ou au gras, mais un test que l'on peut toujours faire. Je dis pas que ça marche dans 100% des cas, mais vous mettez une goutte de gras sur, typiquement, par exemple, un carton de pizza. Si le carton a absorbé le gras de la pizza, il est probable qu'il ne soit pas traité. Si le gras n'a pas imprégné le carton, il est très probable que le carton soit traité avec des PFAS ou soit revêtu d'une couche de plastique qui protège justement le carton de l'eau ou du gras. Tout ce qui est produit vendu en vrac, évidemment, vous n'avez pas d'emballage, en tout cas d'emballage final. Ça ne vous dit pas quel était l'emballage qui a été utilisé avant, évidemment, mais on ne sait pas tout éviter non plus. Mais par exemple, ici, c'est l'exemple de Madame de Sylvie de Roulance, donc zéro carabistouille, qui est spécialiste zéro déchet et qui va acheter ses frites avec son propre emballage réutilisable. Dans ce cas-ci, c'était de la vaisselle en dur de la céramique. C'est aussi une façon d'éviter certains types d'emballage. Pour les ustensiles de cuisine, et je terminerai la présentation pour cette partie ustensiles, les matériaux les plus intéressants vont rester les mêmes matériaux, c'est-à-dire le verre, l'inox,
et la vaisselle. Ce que j'appelle la vaisselle en dur, parce qu'il n'y a pas vraiment de mot officiel visiblement, mais c'est tout ce qui est vaisselle dite céramique. Donc c'est de la faïence, c'est du grès, c'est de la porcelaine pour tout ce qui est vaisselle. Sinon, pour le verre, ça va être des plats en verre, pyrex ou autre, des spatules métalliques, des casseroles et des poêles en inox, voire des poêles en acier, enfin en fer, en acier, que je vais vous présenter aussi juste après. Au niveau des poils, justement, et c'est peut-être là où c'est plus difficile de trouver une alternative, parce que le verre, l'inox, la vaisselle, en général, c'est quelque chose que l'on a déjà chez soi, donc on peut plus facilement passer des plastiques, aluminium et papier, carton à verre, inox et vaisselle. Par contre, pour les poils, ce qui est souvent vendu comme alternative plus saine aux poils anti-adhésifs classiques, ce sont des poils dites céramiques. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver une composition de ces différentes poils. Donc en fait, on n'arrive pas à savoir de quoi elles sont composées, donc on n'arrive pas à savoir quelque part quelles sont les potentielles contaminations venant des poils en question. Donc pour les poils, justement, on a aussi tout un article sur notre site qui en parle de manière un peu plus détaillée. Il y a un type de poil qui refait un peu surface ces dernières années. C'est quelque chose qui était utilisé de manière très, très générale avant l'invention des poils anti-adhésifs, si vous voulez. Ce sont des poils en fer. Alors, des poils en acier, plus exactement. Donc, c'est pas de l'inox. L'inox, c'est un acier inoxydable. C'est un acier auquel on ajoute du chrome et parfois du nickel pour le rendre résistant à la rouille. Ici, on est vraiment sur des poils en fer. On dit parfois de l'acier carbone. C'est grosso modo à mi-chemin entre l'acier et la fonte. Le gros avantage, c'est que ça ne contient pas de PFAS. Ça ne contient que de l'acier. C'est de l'acier brut, donc c'est du fer, du carbone, éventuellement un peu de manganèse. C'est quelque chose de très simple en termes de composition. L'inconvénient, évidemment, parce qu'on ne sait pas tout avoir, ça rouille et ça colle. Donc par défaut, ça n'est pas anti-adhésif et bah, l'acier, ça réagit très bien avec l'eau et ça rouille extrêmement rapidement. Pour éviter ça, on doit fabriquer soi-même la couche anti-adhésive. C'est ce qu'on appelle le culottage. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Ça s'appelle culottage et pas l'origine de la définition, enfin l'origine du mot, l'étymologie du mot. Mais cette poêle doit être en fer, doit être culottée. Et le culottage, c'est quoi? C'est une très fine couche de graisse qui résiste à la cuisson, qui résiste bien à haute température. Par exemple, typiquement, une huile de tournesol ou une huile de tournesol raffinée. Vous mettez une très fine couche de graisse. Vous chauffez la poêle à vide jusqu'à changement d'aspect, voire éventuellement début d'émission de fumée. Faites ça dans un endroit qui est bien ventilé. Et en fait, la graisse que vous utilisez va se polymériser et fabriquer une couche anti-adhésive naturelle en mélange avec du fer oxydé. On répète ça quelques fois. Ici, vous avez une vue sur une des poêles qu'on utilise à la maison. La première au-dessus, c'est simplement en l'utilisant et en l'agressant, mais sans vraiment la culotter. Et en dessous, vous avez le résultat une fois qu'elle est effectivement culottée. On ne doit jamais laver ce genre de poêle avec un détergent parce que vous allez détruire la couche protectrice de gras, donc elle est simplement rincée à l'eau chaude et puis essuyée avec un chiffon légèrement gras pour rajouter éventuellement une couche de protection. Alors c'est vrai qu'au départ c'est un peu bizarre de procéder comme ça, mais on n'a pas des contaminations venant de poils à la composition qu'on ne connaît pas ou de poils utilisant des PFAS. Certaines sont parfois vendues pré-culottées, donc ça c'est plus facile à utiliser. Et concrètement, ça colle très peu. On a déjà cuit des fish sticks, pourtant c'est relativement fragile quelque part, des légumes grillés, des crêpes, etc. C'est vraiment un type de poêle qui est vraiment intéressant. Petit bémol, c'est une couche naturelle, mais il y a à ce stade, je n'ai trouvé qu'une seule étude qui s'est intéressée à la composition de cette couche naturelle. Il n'y a absolument rien de problématique dans la couche en question, mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'études aussi à ce niveau-là. Mais je pense que ça reste vraiment une alternative très intéressante à tout ce qui est poils anti-adhésifs. Pour terminer sur tout ce que on a déjà pu dire sur les contaminants, en résumé, quelque part, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, de cette campagne, de ces migrations de substances? En fait, tout va partir d'un constat. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de substances dans nos emballages ou dans nos ustensiles, que ces substances vont migrer vers les aliments. Ces substances qui migrent sont des substances qui sont toxiques et qui sont toxiques même à de très faibles doses. Quand on parle de microgrammes, de nanogrammes, on est vraiment sur des doses qui sont extrêmement faibles, mais il y a un effet sur la santé même à de très faibles doses. Ces migrations de substances, elles sont encadrées par la loi
mais ces lois ne sont pas suffisamment complètes et harmonisées au niveau européen. Et il y en a toute une série qui doivent être revues parce qu'elles ne sont plus suffisamment d'actualité, si vous voulez. Ces normes évoluent, mais elles évoluent aussi avec retard, comme on l'a vu avec le bisphénol A, mais j'aurais pu reprendre l'exemple des PFAS aussi ou d'autres types de contaminants alimentaires. C'est pour ça que nous, on insiste vraiment sur le principe de précaution. On évite le plus possible d'y être exposé à ces différents contaminants alimentaires. Donc on va plutôt privilégier tout ce qui est matériaux qui sont neutres ou beaucoup plus neutres, le verre, l'inox, la vaisselle céramique, l'acier pour les poêles. Éviter les cas problématiques, c'est-à-dire l'utilisation de toute une série d'emballages ou d'ustensiles en plastique et ceux qui utilisent du plastique, canettes, cartons à boissons, boîtes de conserve, cartons traités, etc. Ainsi que tout ce qui est emballage, ustensiles en aluminium, surtout si on est en présence d'aliments qui sont chauds, qui sont acides, qui sont gras, qui sont stockés pendant longtemps et ce genre de choses. Alors on ne pourra jamais, on pourra pas absolument tout éviter. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on a déjà tout simplement toute une série de contenants qu'on a déjà à la maison et on ne va pas nécessairement tout remplacer par du verre ou de l'inox du jour au lendemain. Mais pour les matières qui sont potentiellement problématiques, elles le seront beaucoup moins, comme avec l'exemple de la salade, justement, avec des aliments qui sont froids, qui ne sont pas stérilisés dans l'emballage, qui sont solides, qui ne sont pas gras, qui ne sont pas acides. Donc, ça laisse encore quelque part une porte de sortie pour utiliser certains types d'emballages ou d'ustensiles dans, en tout cas, certains types de conditions. C'est ce qu'on a un peu essayé de montrer dans notre campagne Pas d'âme en assiette. Donc, si vous voulez retrouver toutes les infos dont on a parlé ici ce soir, ça se retrouve sur pasdansmonassiette.be. Vous avez le QR code à l'écran aussi si vous préférez y aller directement avec votre téléphone. Et sur notre site ecoconso.be, la campagne est hébergée sur notre site aussi, vous aurez aussi d'autres articles sur tout ce qui est contamination des aliments. Voilà, moi j'ai terminé ici. Enfin, je vous remercie déjà pour votre participation ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais tenter en tout cas d'y répondre.